Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Ici, toutes les semaines, on résume, on analyse les émissions de la WWE, Raw, Monday Night Raw pour les intimes, SmackDown, les PLE, comme on dit, les Premium Live Event. Tout ça, on le passe à la moulinette. Cette semaine, on va vous parler de un super catch-up, donc on va vous parler de Monday Night Raw, on va retourner à Jeddah, Monday Night Raw historique, sur les cendres de Crown Jewel. Et puis on partira je sais plus où pour SmackDown. À Buffalo. Ben, je dis pas de conneries, c'est ça, Buffalo. Monday Night Raw historique aussi, puisqu'il y a un événement tout à fait inopiné qui débarque. On ne s'y attendait pas, mais il y aura plus sur cette petite histoire tout à l'heure. C'est un petit teaser. Pour m'accompagner, vous l'avez entendu, Papy est là. Ça va bien, Papy? Bon, jeunes petits enfants, ben oui, ça va, et toi, Inside? Ça va, la pêche. Mais on n'est pas seul. C'est un trio, c'est une triplette ce soir. Puisque Letty est là également. Bonjour Letty, comment vas-tu? Salut Ringside, salut Papy. Eh ben écoute, ça va très bien. Toujours contente de vous retrouver au studio. Toujours un plaisir. On se rejoint au studio comme ça. Partage nos miasmes. Ouais. Qu'est-ce que... Oui, partageons nos miasmes. C'est si joliment dit. Bon, Papy, toi, t'as pas regardé Crown Jewel, hein, il me semble. Pouah, non. Non, hein, ça c'est toujours... Il y a toujours boycott. Letty, toi, t'en as pensé quoi? Rapidos. Bah écoute, c'était un petit pay-per-view qui était sympa. C'était pas le truc exceptionnel, mais c'était pas nul non plus. Enfin, il y avait des bons matchs. C'était 3 heures qui sont passées, qui sont bien passées, on va dire. C'était plutôt sympa. Voilà, pas un rejet excessif de ta part. Non. Bon, bah, on a couronné quand même 2 champions de Crown Jewel. D'un côté Gunther, de l'autre côté Nia Jax. Non, Liv Morgan. Cody. Sur 2. C'est Cody et Liv Morgan, hein, j'ai tout faux. Voilà, hein, super, vive moi. Ouais. Bah, moi, je voulais absolument que ce soit Gunther qui gagne, hein, donc c'est pour ça. Ce sera dans ma tête, ce sera toujours Gunther le champion. Mais bon, on va y revenir parce qu'on est toujours à Jeddah, pour Monday Night Raw. Alors, c'est bien Liv Morgan qui ouvre le show, justement, la grande gagnante de Crown Jewel. Elle débarque accompagnée de Dominic Mysterio et de Raquel Rodriguez, évidemment. Elle a à son doigt la bague, la ring de Crown Jewel, qui symbolise la ceinture. Hein, puisqu'on a compris qu'ils ont déposé la grosse ceinture pleine de joyaux. Ils l'ont déposée à Riyad dans l'espèce d'attraction de la WWE, là. Le WWE Experience. Et bien en échange, les gagnants, ils ont une petite bague qu'ils vont pouvoir trimballer un petit peu partout. Donc c'est un peu comme une coupe finalement, cette grosse ceinture. Donc Liv Morgan, elle nous raconte que le Liv Morgan Revenge Tour est terminé. C'est au tour du World Tour de Liv Morgan de commencer. Elle s'est débarrassée de Rhea Ripley quand même pour la 3e fois. Hein. Ça fait 3e fois qu'elle emploie Rhea Ripley à l'hosto. Elle a battu Tiffany Stratton à SmackDown récemment. Elle a fait la moitié du tour du monde là pour devenir la première championne de Crown Jewel. Dominic Mysterio, lui, il tente de dire que ce soir il va gagner la place de first contender pour le championnat du monde, puisqu'il est dans le Fatal 4-Way qui aura lieu en main event face à plein d'autres personnes. Il y a Sheamus, il y a Damian Priest et Seth Rollins, si je dis pas de bêtises, dans ce main event. Donc ça, c'est pour tout à l'heure. Il se fait huer copieusement par la foule, évidemment. Il n'arrive pas vraiment à parler, mais il arrive quand même à nous glisser qu'il sera là pour le main event et qu'il va tenter sa chance. Jade Cargill et Bianca Belair débarquent, c'en est trop. Hein. Elle nous rappelle leurs interactions de la semaine dernière. Tout simplement, il y a un défi qui est lancé. D'un côté Jade Cargill et Bianca Belair, et de l'autre Liv Morgan et sa copine Raquel. Mais bon, elles veulent pas trop y aller, hein, de toute façon. Liv Morgan, elle essaye de créer un petit peu une tension entre les deux, entre Belair et Cargill. Elle dit de toute façon Bianca Belair, elle va te trahir, etc. Puis là-dessus, il y a Adam Pearce qui débarque. Alors je sais pas s'il a débarqué trop tôt ou pas.
puisqu'il dit calmez-vous, pas de ça ce soir, etc. Alors qu'elles sont pas encore rentrées dedans, elles vont se rentrer dedans juste 5 minutes après. Hein. Enfin, quelques secondes après. C'est Bianca Belair qui va avec une pêche à Liv Morgan, je crois. Et donc Pierce réussit à calmer tout le monde quand même. Et il explique à Liv Morgan qu'il va y avoir la bataille royale ce soir. Une bataille royale pour déterminer qui sera l'aspirante numéro 1 pour devenir la prochaine challengeuse au titre. Et que Bianca Belair et Jade Cargill feront partie du match. Et donc derrière, on a effectivement cette Battle Royale qui va durer 12 minutes 41. Il y a à peu près tout le vestiaire qui participe. Et pendant le match, évidemment, Liv Morgan et Raquel Rodriguez vont interférer, vont faire éliminer Bianca Belair et Jade Cargill. Ça, c'est du propre, bravo. Et on va terminer la finale avec Io Sky contre c'est Taya Valkyria, si je dis pas de bêtises. Donc là, ça va s'envoyer gaiement des patates dans la tronche, surtout sur le tablier du ring, à l'extérieur. Il y a des chants This is awesome qui sont lancés par le public. Ça va être costaud, mais Valkyria, malgré ses gros coups de pied dans la gueule de Io Sky, pour essayer de la faire rentrer dans le ring, ça va pas fonctionner puisque Io Sky sur le tablier du ring va porter un German suplex, un beau German suplex sur Valkyria qui va tomber à l'extérieur du ring et Io Sky sera donc votre nouvelle aspirante numéro 1 pour le titre suprême. Une Io Sky qui fête la victoire en pontée comme ça. Elle reste dans sa position de pontée après le German suplex, c'est assez rigolo. Mais en tout cas, voilà, c'est Io Sky qui ne démérite pas décidément et qui sera notre nouvelle aspirante numéro 1 pour le championnat du monde après une grosse battle royale. C'est un peu culotté une battle royale de femmes à Riyad, mais la WWE l'a fait. Qu'est-ce qu'on a pensé de tout ce segment d'entrée? Laetitia, dis-moi tout. Écoute, c'était plutôt intéressant. Bon, Liv Morgan, c'est pas la personne que je préfère, mais au moins elle fait le job. On va dire, elle a quand même réussi à gagner son match contre Nia Jax. Elle continue dans sa lancée de championne. Après, bon, Jade, Bianca, j'ai pas trop compris le délire d'arriver en équipe et de finir sur une battle royale pour l'aspirante au titre de Liv, étant donné qu'elles étaient 2 contre 2. Enfin, voilà, je trouvais ça un peu particulier, mais bon, écoute, pourquoi pas. La battle royale était vraiment bien. Enfin, par rapport, c'est pas souvent qu'on en a des batailles féminines, et j'ai trouvé qu'elle était franchement pas mal. Après, bon, en plus, comme tu l'as dit, voilà, mon petit côté, voilà, une bataille féminine à Riyad, ça m'a fait bien plaisir. Donc, écoute, voilà, tant qu'à faire, pourquoi pas. Et puis, Io Sky, je pense qu'elle a mérité son match. Et puis, voilà, on verra ce que ça donnera. Je sais pas pour quand il a annoncé ce match, je sais pas s'ils l'ont dit, mais ce sera dans les prochaines semaines, je pense. Ouais, on n'a pas vraiment de date qui est fixée. On a le Saturday Night Main Event qui va arriver d'ici pas longtemps. Mais effectivement, rien n'est fixé. Comme tu dis, ouais, je suis assez d'accord avec toi. L'entrée des deux Cargill et Belair en même temps pour venir narguer la championne, ça fait bizarre en fait quand elles débarquent vu qu'elles sont en tag. On sait pas trop de quel droit elles vont encore s'immiscer dans la course au championnat. Visiblement, c'est le seul problème. À moins qu'ils essayent de nous monter tout simplement un match Liv Morgan, Raquel Rodriguez contre les championnes tag. Oui, peut-être. Ça peut être une histoire aussi. Pourquoi pas? Est-ce que c'est ce qu'on a envie de voir? Je ne sais pas. Est-ce qu'on les voit pas un peu trop souvent, nos championnes tag? C'est une bonne question. Toi, Papy, un petit mot à dire là-dessus? Bon, mais effectivement, peut-être qu'ils profitent du fait que les championnes tag ont la possibilité d'être un peu interbrand et donc du coup de se balader un peu partout. Puis là, en l'occurrence, vu qu'ils étaient le lendemain du PLE à Riyad, t'avais les championnes qui étaient là, autant en profiter. Je pense que l'intégralité des personnes qui étaient la veille au PLE étaient dans cette Battle Royale. J'ai un petit doute sur les filles de SmackDown, je vois pas sur les photos, donc je me dis qu'elles n'étaient pas là. Mais c'est peut-être Je t'avoue que j'ai pas le listing du match, alors je voudrais pas dire de bêtises, mais
Il y Mais c'est avait possible, parce il y que avait de quoi je ne faire. vois, en tout cas, je ne vois pas notre ami Piper Niven, donc du coup, j'imagine Mmh. qu'elle était pas là. Et Mmh. donc voilà, je pense qu'il joue là-dessus. Effectivement, quitte à mettre des gros rostas dans le ring, autant mettre Bianca Belair et Jade Carglass. Là, c'est le plus gros star que toutes les autres filles dont on connaît pas le nom, en fait. Hein. C'est pas faux, hein, c'est quand même elle les têtes d'affiche de la division, donc autant en profiter, hein. Je pense que c'est là-dessus qu'ils réfléchissent, hein. Ouais, je pense que c'est pas peut-être garder à l'esprit effectivement un match tag avec Liv Morgan et Raquel. À un moment donné, ça peut être une storyline qui se met en place, une rivalité. On pose des petites graines comme ça pour voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, bon, bah, c'est Io Sky qui retourne dans la course au titre. Est-ce que ça va être juste une victime sur la route de Liv Morgan? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, moi, je suis toujours content pour Io Sky qui fait du bon boulot, hein, en ce moment et qui est passé, qui est des babyface, hein, désormais. Donc, c'est un peu son run babyface là désormais. En parlant de babyface, tiens, si on allait voir le New Day. Le New Day qui en interview Xavier Woods et Kofi Kingston. Bon, Katik pose des questions, puis très vite, ça commence à s'engueuler entre Xavier Woods et Kofi. Voilà, parce qu'ils ont enchaîné un petit peu les défaites, hein, ces derniers temps, mais ils sont interrompus par une vidéo. La vidéo est c'est une vidéo encore bien crasseuse, des bonnes vieilles vidéos de l'oncle Audi, de ce bon vieux Bo Dallas. On voit le Miz qui est sur une chaise, qui est avec du sparadrap là sur la bouche, un scotch même sur la bouche, dans une pièce sombre là, il est attaché, il est torturé, et évidemment on entend la voix de Bo Dallas qui lui dit des trucs méchants, hein. Il dit qu'il voulait le Final Testament au départ, mais bon, comme il y avait pas de Final Testament, on va s'occuper du Miz. Il lui fait des menaces, il lui fait peur, et à la fin, il y a Dexter Lumis qui débarque et qui chope le Miz comme ça, et c'est coupé au noir. Michael Cole nous explique que la production n'a rien à voir avec cette vidéo-là qui a été diffusée à l'antenne. Et ils sont un petit peu inquiets pour le Miz, hein. On l'est aussi un petit peu, parce que c'est un peu de la kidnapping et de la séquestration, là, ce qu'on voit. Pauvre Miz dans le sale drap. Qu'est-ce qu'on en pense, les types, tout ça, là? Je suis assez partagée parce que d'un côté, je me dis bon, au moins il redémarre dans une nouvelle rivalité qui change un petit peu. Après, d'un autre côté, voilà, même si ça me fait mal de le dire parce que j'étais vraiment à fond sur voilà, les Wyatt Six depuis leur retour, mais là, au fur et à mesure, ils sont en train de me perdre un petit peu dans toutes les vidéos. Enfin, je trouve que les vidéos, c'était bien au début, le temps d'amener le retour. C'est vrai que depuis leur retour, on s'attend quand même à un peu plus de in-ring, en fait, ou au moins qu'ils soient présents dans la salle, qu'il se passe un petit peu quelque chose. La vidéo était pas inintéressante en soi, le Miz qui rentre dans l'histoire, pourquoi pas. Mais voilà, moi, c'est la façon, voilà, le côté vidéo et truc qui se passe encore, pas dans la salle, qui me dérange un petit peu. Ouais, c'est un peu Après, léger, est-ce hein. qu'on est sûr de voir catcher Bo Dallas, Dexter Lumis et toute leur bande de bras cassés là? Eric La Rowan. France veut savoir. Ouais, bonne question. Est-ce que c'est ce qu'on Aussi. veut? Bah, moi, les matchs qu'ils ont eu à Monday Night Raw, c'était plutôt sympa quand même, hein, ce qu'on a vu. Ouais, c'est sûr que ces petites vidéos là, c'est un peu léger. Il faudrait que la semaine prochaine il y ait quelque chose de costaud, hein, parce que sinon, on est quand même du coup sur une faction de bas de cartes, quoi, qui justifie pas l'entrée en fanfare qu'ils ont eu, et tout le teasing, hein, qu'on a eu. Là, il faudrait, enfin, le Miz, c'est peut-être pas un assez gros poisson pour enfin les Miz et Peut-être. le Final Testament pour cette faction-là, c'est peut-être un peu petit, hein, mais on va faire avec, on va attendre. Mais ça a toujours été un petit peu le lot de tout ce qui tournait autour de Bray Wyatt, du Finn, etc. C'est que c'était inconstant, hein, ça n'a jamais été toujours le top, ça a été souvent des déceptions. Donc, si on est toujours dans la même veine. Et ouais, je crois que t'es pas la seule à espérer un peu plus de ce côté-là. Et en tout cas, ouais, ce qui est clair, c'est que la hype autour du
autour de cette mythologie là des Wyatt Six, elle est largement retombée, quoi. Donc je pense que ça peut se rattraper. Maintenant, ça demande du boulot parce que toutes les apparitions des Wyatt Six, il faut que ce soit mis en scène d'une manière très, très, très chiadée, j'ai envie de dire. Donc à voir. On sait que là, en ce moment, la WWE, elle est douée pour faire de la mise en scène. Donc ils ont les moyens, ils ont les talents. Voilà, il faut un peu plus qu'une petite vidéo de 30 secondes quand même, hein. Mais on va voir. On verra la semaine prochaine. Pour l'instant, on retrouve le New Day qui affronte les War Raiders. Et c'est encore une défaite pour le New Day. Victoire des War Raiders avec leur prise, le War Machine. Convaincu par le retour des War Raiders et puis cette intrigue autour de la dissension dans le New Day là, qui continue. C'est surtout ça, je trouve, qui est intéressant. C'est les petits pics qui sont envoyés. Xavier Woods qui est en train littéralement de changer de personnalité là depuis quelques semaines maintenant. À voir ce que ça donnera. Après les War Raiders, ils ont changé de nom, mais ils n'ont pas changé de catch. Donc du coup, voilà, ils sont toujours, ils sont impressionnants quand même dans le ring. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est pas inintéressant ce qu'ils font. Donc non, c'était un petit match sympa avec surtout le côté, moi j'attendais surtout dans ce match-là, c'était de voir l'entente ou pas entre le New Day, quoi. Ouais. Donc à voir comment ça va continuer pour leurs fameux 10 ans qui sont bientôt maintenant, je crois. Je crois qu'ils vont faire je Une sais pas si c'est émission, même hein. pas la semaine prochaine, mais ils vont faire une émission spéciale pour les 10 ans du New Day. Ouais. Ce sera un Monday Night Raw au thème des 10 ans, quoi. Et donc on peut s'attendre peut-être à un gros segment où là où J'espère. la trahison va se faire. Ouais, il vaut mieux, hein, parce que s'ils font rien, Ça fait des mois. Voilà. Ils teasent pendant des mois si c'est pour que ça donne rien. Ouais. Quand même. Et parce que c'est pour juste qu'ils parlent en tag team contre Pipo et Bimbo, ça va être un peu lourd. Hein. Ça va être chaud. Ouais, moi la question c'est toujours qui va faire le heel turn. Est-ce que ce sera Xavier Wood ou est-ce que ce sera Kofi Kingston? Bon, là clairement on nous tease plutôt Xavier Woods, mais je serais pas surpris qu'ils nous prennent à contre-pied puis qu'ils nous fassent fausse piste. Voilà, pour que ce soit plus vu que ça traîne depuis un moment, pour que ce soit plus percutant, que ça marque les esprits. Il y a moyen de faire un beau segment qui reste gravé dans l'histoire, quoi. Maintenant, est-ce qu'il faut pas trop s'enflammer? Je ne sais pas. Mais Kofi Kingston et Xavier Woods, il y a du potentiel pour faire une sacrée grosse histoire, quoi. Surtout si les deux s'affrontent, ça va faire une sacrée rivalité, ça va faire des sacrés matchs, quoi. Je suis plutôt attentif quand même à ce truc-là, hein. Mais puis en plus, c'est parti de très bas, ça prend son temps, c'est quand même assez original. Ouais, qu'ils prennent pas trop leur temps non plus, effectivement. C'est bien que les 10 ans arrivent là pour. Oui, il faut quand même y aller. Pour y aller un peu là, parce que c'est. Ça va être Xavier Woods et Kofi Kingston, ils n'ont pas suffisamment de hype à eux seuls pour pouvoir tenir le truc sur 7 ans, je pense. Hein. Même si on les aime bien. Même si on les aime bien, ouais. C'est le heel turn le plus long de l'histoire, je pense. Ah là là. Je vois que Seth Rollins à un moment donné, mais c'était un face turn, je me souviens à l'époque. Où il n'en finissait pas de vouloir rester avec Triple H. Mais bon, c'est une autre histoire. Comme tu dis, est-ce qu'ils ont les épaules assez solides pour nous créer une rivalité là, qui serait une des plus importantes de l'année prochaine? Pour aller jusqu'à Mania. Moi j'y crois. J'y crois à Xavier Woods et puis Kofi, c'est Kofi, quoi. On l'aime. Merde, Kofi Mania, quoi. Kofi Mania, bordel, souvenez-vous. Hein, on s'est pas tapé tout ça pour qu'aujourd'hui on dise ouais, Kofi, ça va, quoi. Merci. Et à l'époque, Kofi Mania, c'était une construction de Triple H en prévision de ce turn qui va arriver 10 ans plus tard. Voilà. Il faut nous le rappeler, on va sortir des vidéos du moment de la victoire de Kofi. On voit Xavier Regardez, il n'était pas venu tout de suite sur le ring, Xavier Woods, il y avait un truc. On voit. Et est-ce qu'il y aura Biggie? Est-ce qu'il y aura le retour de Biggie? Ah bah ouais. Ah, sûrement. Sûrement. Je crois qu'il soit là quand même. Je crois que c'est toujours pas possible pour lui de faire quoi que ce soit, hein, Biggie au niveau catch. Hein. Non, je crois avoir compris que c'était fini. D'après des interviews. Ouais. Bon, ça peut être l'occasion de faire le heel turn en se basant là-dessus, s'ils le font intervenir et puis qu'ils
qu'un des deux fait un coup de salopard à Biggie, ça pourrait Ouais. effectivement très très vite accélérer le heel turn là. Ah oui, alors ça, c'est Forcément. magique. On n'a pas de nouvelles d'Odyssey Jones, sinon. Ça n'a pas existé, pardon. Ne revenons pas là-dessus. Sami Zayn débarque au ring. Sami Zayn qui parle en arabe au public. Hein. C'est l'enfant du pays finalement, Sami Zayn, on vous l'a déjà expliqué. Qui sort de table, là, il a encore sa serviette nouée autour du cou. Il a encore sa serviette autour du cou, mais on voit qu'il mange proprement parce qu'il n'y a pas de tache. Très bien, bravo Sami. Bravo Sami. Bah, il est tout dans la barbe en fait. Donc voilà, il voulait s'adresser au peuple à l'univers de la WWE, puis au peuple des catch-up par extension évidemment. Il voulait nous parler de ce qui s'est passé à Crown Jewel, parce que je vous rappelle qu'il est venu faire un sauvetage des Usos qui étaient en train de se faire tabasser par la Bloodline 2.0 de Solo Sikoa. Et en fait, pendant qu'on était dans l'altercation, là, il allait porter son Hell of a Kick sur Solo Sikoa, alors que Roman Reigns tentait le spear sur Solo Sikoa. Ils avaient entouré le bonhomme. Et puis ça s'est mal passé. C'était le Hell of a Kick dans la face de Roman. Donc là, il va falloir quand même qu'il s'explique, Sami Zayn. Il y a Jey Uso qui débarque aussi. Il remercie Sami pour l'avoir aidé à Crown Jewel. Voilà, il voit bien que c'était un accident, ce qui s'est passé. Mais quand même, il demande à Sami Zayn si c'était vraiment un accident. Sami Zayn est un peu surpris de la question. En plus, il y a Jimmy Uso, Big Jim qui débarque. Et voilà, il explique qu'on a tous vu la même chose, que le OTC s'est pris un bon coup de pied dans la gueule. Jimmy était énervé. Roman Reigns, il nous explique, était énervé aussi. C'est normal que... Et puis Jey devrait être aussi énervé. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Et surtout, Jimmy nous explique que Sami Zayn on peut pas lui faire confiance. Tout simplement, c'est un traître. Là, Sami Zayn, ça va plus. Il interrompt Jimmy. Il lui dit, ouais, dis donc, si on reprend un petit peu l'historique, c'est plutôt toi le traître. T'as trahi Roman Reigns à un moment donné. Quand il y a eu de l'eau dans le gaz, quand il a essayé de mettre de l'eau dans le gaz entre toi et Jey, vous séparez. Quand Jey il a eu une opportunité pour le titre, c'est toi que tu lui as fait aussi un super kick dans la face pour lui faire perdre le match. Jimmy explique que ça va, il n'a pas d'excuses ou d'explication à donner à Sami Zayn. C'est pas lui le bad guy dans l'histoire. Il y a le public par contre qui se lie à Sami Zayn, qui chante les chants Sami Uso. Sami Zayn explique à Jimmy que de toute façon il ne le déteste pas. Il a jamais détesté. Il sait bien que Jimmy n'est pas le mauvais bougre, mais seulement qu'il a fait des mauvaises décisions et qu'il a pris plutôt des mauvaises décisions. Et Sami Zayn nous explique qu'il est venu, s'il est venu à Crown Jewel, s'il est intervenu à Crown Jewel, c'est uniquement pour Jey. Mais par contre, ce qui se passera, c'est qu'il va pas rejouer la même histoire que la dernière fois. Il va pas se plier à toutes les histoires de la Bloodline. Il va pas passer en jugement, etc. Et il s'en va. Jey lui dit non mais t'en vas pas comme ça. Il faut que tu viennes à SmackDown. On va enterrer l'âge de guerre. Il dit ouais, effectivement, Sami n'est pas de la famille, mais parce qu'il est pas le sang, mais il est quand même dans la famille. Et il finit par appeler Sami Uso. La foule est en feu. Et maintenant, on espère juste que Sami Zayn sera à SmackDown pour enterrer la hache de guerre. Voilà donc un nouveau très long segment autour de la Bloodline. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Liti? Eh ben, écoute, moi j'adore toujours autant tous ces segments de la Bloodline. Voilà, c'est toujours le grand spectacle, les grands échanges, la réunification potentielle de la famille. Et puis,
oui, des vérités qui sont dites aussi. Voilà, le côté, comme Jay la semaine dernière avec Roman qui lui disait que voilà, on est égaux, j'ai pas à me justifier de certaines décisions, tu ne me diriges plus. Samy qui nous explique que non, j'ai pas de compte à vous rendre, enfin ma loyauté, c'est bon, j'ai déjà prouvé à X reprises, non, on remettra pas ma loyauté en question. Voilà, avec Jimmy qui est avec mais sans être avec, enfin c'est toujours aussi passionnant. Enfin moi j'adore ces segments. Pas grand chose à redire, hein, effectivement. Hein, c'est ce que je m'évertue un petit peu à dire depuis des semaines, c'est-à-dire que quand tu es obligé de faire la critique de ces segments-là, c'est compliqué parce qu'il n'y a rien à redire, tout est bien fait. C'est ça. Il y a du bon acting de Sami Zayn, tout ce qu'il raconte c'est cohérent, on fait référence à ce qui s'est déjà passé, les réactions des personnages, elles sont quand même bien raccord avec ce qu'elles devraient être, donc il y a la foule qui suit derrière. Il n'y a pas grand-chose à redire, hein, effectivement. On aura la suite de l'histoire à SmackDown, évidemment, avec cette fois-ci Roman Reigns dans l'équation. Et ben voilà, c'est ce qui Voilà. manque, je pense. Hein. C'est ça, ouais. Du moment qu'il n'y a pas C'est Roman quelque Reigns. part le truc, c'est que c'est comme on en parle souvent, c'est quelque chose qui se passe à cheval sur les deux shows. Mais les moments où ça bouge le plus, c'est quand même à SmackDown parce que autant la plupart sont sur les deux shows, autant Roman Reigns n'est qu'à SmackDown. Donc du coup, c'est vrai que là, on mettra en comparaison ce segment-là avec le segment spoiler qui va avoir lieu dans SmackDown. C'est pas du tout les mêmes, on va dire, la même envergure du coup, du fait que Roman Reigns n'est présent que sur un des deux. Là, on va dire c'est l'introduction du segment qui va arriver après. Ouais, c'est un peu ça. Si c'est peut-être le seul reproche qu'on peut faire, c'est qu'effectivement, c'est beaucoup de temps d'antenne pour pas faire beaucoup avancer l'histoire. Là, le but, c'était d'avoir Jay qui dit clairement, qui qualifie clairement Sami Zayn de Sami Uso et la première pierre de la réconciliation entre Sami Zayn et les définitives et les Usos et la Bloodline. Mais on verra qu'il y aura beaucoup plus à SmackDown, effectivement. Voilà. Est-ce que ça mange pas trop de temps à Monday Night Raw? Ça, c'est l'autre question qu'on pourrait se poser. Mais bon. Est-ce que ça devrait être à Monday Night Raw? Est-ce que ça devrait être à autre voilà. On aime bien quand même, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire à Monday Night Raw? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes à mettre en avant? Comme par exemple ce bon vieux Seth Rollins en interview avec Jackie Redmond. Il met over Bronson Reed, hein, il dit on s'est bien battu, bon finalement c'est moi qui ai gagné. Puis il doute pas, il a gagné mon respect, on s'affrontera sûrement à nouveau, hein, on va peut-être danser encore. Mais bon, là il a en ligne de mire la ceinture, il affronte 3 des meilleurs du monde et Dominic Mysterio, c'est rigolo. Et puis voilà, il va aller chercher Gunther maintenant. Il était très confiant, ce Seth Rollins. Retour gagnant pour Seth Rollins, Letty, depuis son retour? Oui, je pense que oui. Oui, quand même. Il nous a sorti des gros matchs. Et puis après, voilà, ça reste Seth Rollins, le gros babyface pour l'instant de l'histoire. Donc plutôt positif. À voir ce que ça donnera dans les prochaines semaines. Hein. Ouais, faut qu'il rétablisse sa place de Monday Night Rollins, mais voilà, la rivalité avec Bronson Reed, c'est quand même super cool, quoi. Et il n'y est pas pour rien. Bon, en truc un peu moins cool, je vous propose Dragon Lee, qui vient avec Zelina Vega et qui affronte Chad Gable, qui vient avec Ivy Nile. C'est la victoire de Dragon Lee parce qu'il y a Rey Mysterio qui débarque à un moment, parce qu'il y a une petite bagarre entre Zelina Vega et Ivy Nile. Elle a été prise en Dragon Sleeper. Rey Mysterio vient voir ce qui se passe. On sait pas pourquoi Gable qui l'attrape, qu'il essaye de lui enlever son masque. Et puis forcément, comme Gable, en fait, il a oublié qu'il était en match contre Dragon Lee. Et il se fait prendre dans l'opération Dragon. Et puis c'est la victoire de Dragon Lee. C'était quand même un chouette match. Il n'y a peut-être pas grand chose à dire là-dessus. Je sais pas, les titres. Non, c'était un match qui était. Si t'as quelque chose à dire. Hein. Un match qui était sympa à regarder, mais voilà, sans plus. Ouais, sans plus. Hein,
on n'est pas hypé par toute cette LWO. Hein. C'est toujours sympa d'avoir des bons matchs quand même. C'est du bas de carte, hein, quand même. Hein. Leur donner quasi 12 minutes pour de la low card, c'est quand même. C'est peut-être, tu vois, on parlait tout à l'heure d'équilibre du Monday Night Raw, bah, tu as donné énormément de temps à la Bloodline et puis tu donnes aussi énormément de temps à de la low card et du coup, bah, c'est peut-être ça qui fait le sentiment qu'il n'y ait pas de fond hormis ce qu'on vient d'expliquer tout à l'heure, quoi. Il n'y a pas de personnalité propre à Raw finalement. Ouais, ils se sont fait plaisir à faire un beau match, mais spectaculaire et tout, avec des gros moves et tout. Mais là, il fallait mettre plutôt l'accent sur l'équipe de Chad Gable, là. Je sais plus, j'ai oublié, American Made. Parce qu'on avait eu des vignettes déjà. Et voilà, c'est plutôt eux qui sont en construction plutôt que la LWO. Dont on n'attend pas grand chose, même si bon, on connaît le talent de Dragon Lee et puis de Rey Mysterio, etc. Mais pour l'instant, la LWO, il n'y a jamais rien qui match, quoi. Là, il y a plus à faire avec American Made. Là, comme il n'y a pas eu de vignette, il n'y a rien eu quasiment. On reste un petit peu sur notre fin, quoi. Il n'y a rien à noter. Alors, Sheamus, Rollins, Dominic Mysterio, Damian Priest, c'est l'heure du main event. Grosse baston, hein, 17 minutes 40. Hein, ça y va gaiement. Et puis finalement, il y a Bronson Reed qui débarque, qui met la pile à tout le monde. Hein, je crois qu'il fait un tsunami sur Rollins à travers la table des commentateurs. Puis il fait un tsunami sur Sheamus, un tsunami sur Damian Priest. Et puis il s'en va, content de son truc. Il y en a un qui est passé entre les gouttes, c'est le petit Dom-Dom, qui en profite pour faire un frog splash sur Sheamus. Il tente le tomber, mais c'est cassé par Damian Priest qui était à terre juste à côté. Ça continue le match. Dominique applique le 619 sur Damian Priest. Il part pour un frog splash, mais Priest se relève, il l'attrape en vol et il lui fait un choc slam. Il l'attrape en vol par la gorge. Choc slam et tombé. 1, 2, 3. Victoire de Damian Priest quand même, malgré l'intervention de Bronson Reed qui a aplati tout le monde. Grosse pop pour Sheamus qui était vraiment porté par la foule là, mais ça n'a pas suffi. C'est encore Damian Priest qui repart pour la course au titre, il sera notre challenger numéro 1. Il va aller affronter Gunther. Alors peut-être que là on est en train de monter la carte pour Saturday Night Main Event, je ne sais pas. En tout cas voilà, l'ancien champion qui retourne vers les sommets, et ça n'est pas fini entre Rollins et Bronson Reed, je pense, puisqu'il a encore fait le coup de poing là, hein, Bronson Reed, c'était encore très impressionnant. Qu'est-ce qu'on pense de ce main event, Letty? Eh ben, gros main event. Super match où ça tapait fort. Rollins qui nous disait juste avant, voilà, peut-être qu'on se recroisera avec Bronson Reed, eh ben, beaucoup plus tôt que ce qu'il pensait, j'imagine. Voilà, il arrive, qui casse tout, qui intervient dans le match. Dom qui essaye, voilà, par ces petits trucs de filouterie, voilà, de gagner quand même ce match, heureusement arrêté à temps. Et puis une victoire de Damian Priest, voilà, moi personnellement c'était mon favori dans l'histoire, donc écoute, je suis très contente. Et puis voilà, un nouveau gros match contre Gunther, puisque ces deux-là peuvent pas se saquer, donc je pense que ça va donner encore un gros match à venir. Hein. Ouais, c'est reparti là pour une grosse affiche, et encore du bon boulot de Bronson Reed, hein, décidément. J'adore aussi ce que fait Dominic Mysterio, toujours excellent dans son rôle de petite voilà, j'ai pas les mots, hein, la petite fouine, voilà. Voilà, qui se cache là pendant que Bronson Reed défonce tout le monde. Ouais, c'était encore un main event vraiment bien exécuté. Voilà, on va passer au mot de la fin. Peut-être Papy, t'as quelque chose à dire toi sur le main event comme ça Non, en particulier, si ce n'est que c'était une belle affiche et que ça manque de temps en temps. Je critique souvent les main events où ça manque de main eventers justement.
Là, tu avais quand même trois anciens champions du monde, plus Dom qui est un peu le mec le plus hot de 2024. Et Bronson Reed, dont on parlait la semaine dernière, qui est en train de se faire une place dans les big guys. Donc, effectivement, ça ressemble à un vrai main event de weekly, ça. Donc, ça fait plaisir à voir. Exactement. C'est à sa place. Il y a les personnes qu'il faut, on est content. Letty, un top, un flop, une note, c'est le mot de la fin de mi-saison. Eh ben, écoute, j'hésite un petit peu sur le top, mais finalement, je vais le donner au main event, notamment à Bronson Reed et Damian Priest pour la victoire et pour l'intervention. Le flop, malheureusement, ça va aller à la vidéo des Wyatt Six, que comme je l'ai dit, ça me perd un petit peu en cours de route. Et puis ma note, écoute, c'était un Raw qui était intéressant, mais qui n'était pas exceptionnel non plus. Je vais donner un 3,25. 3,25. Écoute, je te rejoins. Hein. Moi, je donne aussi le top au main event avec l'arrivée de Bronson Reed. Le flop, effectivement, hein, on peut le donner à cette vidéo un peu inutile, un peu trop vite faite des aventures du Miz. Va falloir faire un peu plus. Et puis, ouais, je vais donner comme toi, 3,25 là, ou 3,75 au choix. C'était un petit Raw d'après Crown Jewel qui fait quand même avancer quelques étapes. Hein. On a deux challengers qui sont déjà là. On n'est pas venu pour rien. C'était cool quand même, c'était cool. On va aller à Buffalo, ça vous dit? Buffalo. Hein, on se transporte dans le temps, on arrive vendredi soir et on arrive à SmackDown. Il y a Nick Aldis qui a annoncé qu'il y aura un truc spécial ce soir. On voit l'arrivée des catcheurs évidemment, toujours avec leur petite valise, etc. Des vidéos package pour nous rappeler toutes les... et évidemment, on démarre le show. Évidemment, c'était pas dit, mais en tout cas, on démarre le show avec Roman Reigns, le OTC, hein, les chansons là maintenant, hein, quand il débarque, Roman Reigns. Il est accompagné de Jimmy Uso. Ça prend bien 20 minutes hein, pour qu'ils arrivent au ring. Il va parler, prend le micro, mais il est tout de suite coupé par la musique de Jey Uso qui débarque. Et puis je crois qu'après c'est Sami Zayn qui débarque. Voilà, parce que Jey explique que voilà, il y a eu beaucoup de mésententes. Voilà, il y a des choses, il faut qu'on s'explique ce soir. Il a invité Sami Zayn et donc il faut que Roman il écoute ce que Sami Zayn a à dire. Et Sami débarque, il y a les chants Sami Uso. Voilà, on va y aller pour l'explication. Alors c'est Sami Zayn qui parle. Hein. Il explique qu'effectivement le coup de pied dans la gueule c'était pas voulu, c'est un accident. La seule raison pour laquelle il a été à Crown Jewel, c'est pour aider Jey. Il était c'est une amitié de longue date. Et puis voilà, Crown Jewel, c'était à nouveau les quatre ensemble. Il dit voilà, bon, il y a été pour Jey, mais quand il était avec quand ils étaient de nouveau les quatre ensemble, c'était spécial. Il y a quelque chose il y a quelque chose là. Il y a de l'amour là hein, entre les quatre, et il sait que c'est que Roman il le sent aussi ça. Il sait que Roman il a encore un soft spot là, une petite tendresse pour Sami Uso. Et que Roman il aimerait, on sait que Roman au fond de lui il le sait, que Roman veut redevenir à nouveau la Bloodline. Il sait que Jey, que Jimmy, tout le monde le ressent. Et voilà. Et donc il faut que ce soit ce soir, il faut l'admettre. Voilà, il faut que les quatre mondes soient de retour. Roman Reigns prend le micro.
Il dit bon, il y a quand même Sami Zayn qui explique la différence entre l'amour, la haine. Il dit que voilà, l'opposé de l'amour, c'est l'indifférence. Voilà, mais il pense pas que Roman est indifférent à lui. Hein. Il dit que Roman l'aime toujours. Voilà. Souviens-toi des vieux jours. Et puis il demande à Roman de s'excuser, surtout. C'est surtout ça qui oui, à la fin, voilà. de son exposé. Ouais. Voilà, tout ce qu'il a à faire, c'est s'excuser, mais pas à s'excuser auprès de lui, à s'excuser auprès de Jay. Alors là, je crois que Roman finit quand même par prendre le micro. Et il s'excuse. Il dit, ouais, je m'excuse, mais je m'excuse de t'avoir fait venir au ring et d'avoir perdu du temps à t'écouter. Là, j'en ai rien à foutre de cette histoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Ça tourne pas autour de ça. Ça tourne autour de Solo. Solo, ramène ton cul ici. Solo viendra pas. C'est Jacob Fatou qui apparaît sur l'écran. Et il dit ouais, écoute, ça se passe pas comme ça. Hein. C'est pas toi le chef de la tribu. Le chef de la tribu, c'est Solo. Il viendra quand il en a envie, s'il en a envie. Et puis, si t'es pas content, bah, c'est le même prix. Là, ce qu'il faudrait faire quand même, c'est que tu acknowledge, c'est que tu reconnaisses Solo, c'est tout. On revient sur le ring. Il y a Jay qui a pas l'air convaincu. Sami Zayn attend. Il s'en va, quoi, tout simplement. Sami avait déjà quitté le ring hein, après la déclaration de Roman. Hein. Il est un peu dégoûté. Voilà, Jay et Jimmy sont pas contents, ils s'en vont, et puis Roman il est un petit peu con tout seul là dans son ring. On va les revoir après dans les vestiaires. Roman il est en train de marcher. Il est toujours avec Jimmy, et puis il est arrêté par Jay qui visiblement il n'était pas parti en même temps du ring. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas Jay le rejoint. Il dit ouais écoute il faut quand même voir avec Sami là, c'est pas possible. Roman il dit non mais Sami c'est rien pour nous. Voilà, moi je me casse. Et là, Jay l'arrête, il l'attrape par le bras. Et Jay lui dit ouais, j'ai déjà dit, si tu commences à agir comme ça, moi je me casse. J'en ai rien à foutre. Et il s'en va. Et Jimmy aussi s'en va. Il laisse Roman tout seul. Il dit ouais, allez, c'est bon. Ça marche pas comme ça. C'est pas possible cette histoire. Donc on a un Roman qui reste un petit peu comme un con. Hein. Il a vraiment mal géré le truc. Mon préfi, cette entrée en matière là de SmackDown. Et ce Roman Reigns là qui sait pas s'excuser, qui a encore le melon tout remonté là, le bourrichon tout remonté, qu'est-ce qu'on en fait? Oui, une belle entrée en matière qui a à la fois mixé un peu l'époque des 4 de Original Bloodline avec notamment Sami qui a fait pas mal de références là-dessus et puis qui aussi tentait de les faire se marrer sur le ring hein, comme il faisait à l'époque quand il était membre de la Bloodline. Donc on voit comment il fait à Roman, ah vas-y, je vois t'as rien de sourire et tout. Bon là c'est parce qu'effectivement il y a plusieurs promos dans le passé où ils avaient du mal à tenir leur sérieux tous. D'ailleurs on voit que les Usos eux ils sont morts de rire pendant toute la promo. Mais effectivement à la fin de la promo on a Roman qui remet les choses en place et garde son personnage du mec qui a pété les plombs quoi. Donc et qui n'arriveront plus du tout à faire la part des choses, qui ne veut pas de câlin, qui veut pas de copain, qui veut pas ci que de ça. Il est vraiment en mode guerre. Et puis, il est toujours à la limite de perdre effectivement la main sur le reste de la Bloodline, puisque à redonner des ordres, il y a les Usos qui s'éloignent de nouveau de lui. Donc, on voit qu'il est vraiment à la limite de. C'est sur le point de se reconstruire, mais de l'autre côté, Roman Reigns, il est toujours à la limite de tout faire péter, quoi, parce qu'il n'arrive pas à admettre que ce n'est plus le leader incontesté et qu'il faut maintenant faire preuve d'un peu plus de comment on pourrait dire, de cohésion d'équipe. Et là, il est vraiment trop au-dessus, quoi. Donc, on voit que, voilà. S'il y a une chose qui peut faire péter à Bloodline, c'est Roman Reigns, en fait. Et c'est ça le gros problème de Roman en ce moment. Exactement, il est le propre problème dans son clan. Oui, il faut de l'égalité. Il faut que tout le monde soit au même niveau. Il peut plus se prendre pour le grand patron. C'est fini ça, parce que Jay maintenant est une énorme star. Sami, pas loin d'être une énorme star aussi. Jimmy, il tient bien son rôle.
Ouais, moi j'étais un peu sur le cul de voir Roman gérer aussi mal la tentative de réconciliation là, et le fait qu'il se retrouve tout seul comme un con. Il est encore un Roman à ce moment donné de l'histoire. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Letty? Je suis plutôt d'accord avec vous, c'était intéressant. Et puis, Roman, comme vous dites, oui, c'est vraiment le mec qui a tout perdu, qui sait qu'il doit se remettre en question, mais c'est compliqué de se remettre en question, visiblement. Et quand on le voit effectivement dans les vestiaires, parce que c'est même pas Jimmy qui s'en va, c'est Roman qui lui dit de dégager. Il lui dit, ouais, c'est bon, on va voir ton frère. Il comprend pas que, voilà, en face, ils sont cohérents. Avec Solo, ils sont ensemble à 4 et que tout seul, on voit ce que ça donne depuis quelques semaines. Il s'est fait rétamer quand même plusieurs fois. Une paire de fois. Et voilà, il a quand même encore un peu de mal. Voilà, c'est le côté, je pense, c'est son ego qui. Voilà, quand on a l'habitude de diriger et d'être celui qui aide les autres, quand nous on a besoin d'aide, c'est compliqué. Et là, je pense qu'il est un peu dans cet entre-deux avec ses cousins, et puis le vrai Roman, on va dire, qui ressort de temps en temps, qui donne des petits ordres comme ça. Voilà. Et puis il lui manque les conseils de Paul Heyman. Aussi. Le wise man n'est toujours pas de retour, toujours pas de nouvelles, donc il est laissé à lui-même un petit peu, Roman, et effectivement il y a son ego qui est démesuré, et ben là c'est bien compliqué de reformer cette bloodline qu'on a sous nos yeux là, cette bloodline originelle. Effectivement, de l'autre côté, il n'y a pas du tout de signe de scission d'un côté comme de l'autre. On le verra encore un peu plus tard dans l'émission. Pour l'instant, on a Bayley qui affronte Candice LeRae. Candice va essayer de refaire son petit coup de « Ah, je me suis blessé la cheville, l'arbitre vient voir ce qu'elle a, et puis hop, pendant que Bayley baisse sa garde, elle en profite pour attaquer, elle va tenter un roll-up, mais là, pour le coup, Bayley était préparée à cette chose-là, et elle a contré le truc, et fait le tomber pour la victoire. On a une petite schoolboy des familles aussi. Victoire de Bayley. Elle est toute seule maintenant, Candice LeRae, mais bon, elle essaie de se rapprocher de Nia Jax. Letty, qu'est-ce que tu en penses de ce match-là? Elle te manque déjà, Indy Hartwell, là, qui a été remerciée par la WWE? Oui, non, elle me manque pas particulièrement. Elle manque certainement plus à Candice qu'aux fans, je pense. Mais écoute, c'était un petit match, oui, voilà, sympa. Bayley qui prend une victoire, bon, c'est toujours bien. Et puis voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Il semble que Bayley est interviewée, où elle dit oui, là j'y vais pour la gagne quand même. Papy, toi? Oui, non, c'est marrant que Letty dise sympa au lieu de dire sans intérêt. Mais je vois sa capacité à voir le bien dans n'importe quoi qu'on nous montre à l'écran. C'était vraiment pas intéressant ce match-là. Et puis effectivement, il y a même plus Indy. Et pourtant, il nous montre un segment package vidéo la semaine dernière où justement il y a une intervention de Indy qu'on coupe du coup à l'écran pour faire croire qu'elle n'était pas là, mais on la voyait quand même dans le fond de l'écran. Elle était bien là. Là, ça n'a pas d'intérêt, et ça a d'autant moins d'intérêt. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Voilà. Je pense que dans le cadre de ce qu'ils vont nous annoncer plus tard pour la division féminine, ça a peut-être un sens de donner du temps d'antenne à toutes ces filles-là, mais moi j'aime beaucoup Bayley. Qu'est-ce qu'elle va s'emmerder avec Candice LeRae, quoi. Merde. C'est vraiment pas intéressant. Hein. Exactement. Donc voilà, vous saurez, si Letty vous dit que vous êtes sympa, c'est que vous êtes sans intérêt. Attention. Ouais, bon, Candice LeRae, elle aurait pu partir avec Indy, elle nous aurait pas manqué, effectivement. Mais bon, DIY oblige, je pense. On y croit encore. Randy Orton arrive au ring, il est vénère. Il croise les autres d'abord. Il y a pas, on voit pas l'équipe d'abord. Les Motor City Machine Gun là qui discutent avec Johnny Gargano. Johnny Gargano, voilà. Johnny Gargano, il vient, il les félicite et tout ça. Ils sont contents, ils s'en vont. Là, il y a Ciampa qui débarque, qui dit ouais, qu'est-ce que c'était que ça là
c'est bon de faire des salam alek là au nouveau. Ça va pas se passer comme ça. Ils nous ont pris notre spot, ils nous ont pris notre ceinture. Une ceinture qu'on a perdue, on n'a jamais eu de match revanche. Voilà, ce soir, on va montrer qu'on est les patrons et tout ça. Ils sont remontés, ils sont énervés. Et là, il y a Randy Orton qui débarque d'un autre côté, d'un autre couloir. Il va jusqu'au ring. Il appelle Kevin Owens à venir au ring. Kevin Owens débarque, c'est la bagarre. Et gros pile driver de Kevin Owens sur Orton. Orton ne se relève pas, les officiels arrivent, les médecins arrivent, on le met dans la civière, on le ramène en ambulance, tout simplement, on l'évacue de l'arène, grosse blessure là pour Randy Orton. Ça durait longtemps quand même de ramener Orton jusqu'à l'ambulance et de le sortir. Kevin Owens a-t-il été trop loin? Est-ce que juste un pile driver, c'est pas un petit peu chiche pour un segment de cette envergure, pour envoyer quelqu'un à l'hosto? Est-ce qu'il est si fragile que ça, Randy Orton? Je vous le demande, mon bon papy. Quoi qu'on en pense. Après, c'était vendu. Ils en ont fait des caisses sur ce pile driver en disant que c'était le move interdit depuis des siècles et tout. La WWE, on ne veut pas de ce move-là. C'est un scandale et tout. Alors, c'est vrai qu'à une époque, c'était interdit le pile driver, mais pour moi, ça fait au moins 10 ans que c'est autorisé. À peu de choses. Oui. Parce que je me souviens que c'était que Punk l'avait fait à l'époque sur Synod, de mémoire. Et en disant, tiens, lui, il a eu le droit de le faire, alors que personne n'a le droit de le faire. C'est vraiment qu'il est bien placé dans la carte. Et puis après, une fois que tous les mecs des Indies sont arrivés à NXT, il y en a eu de partout des pile drivers. Donc c'était plus du tout interdit, je pense. Mais bon, il fallait faire comprendre que c'était grave. Donc du coup, c'était tellement grave que on a fait passer encore une fois les ambulanciers pour des tocards, puisque c'est Jason Jordan qui a foutu Randy Orton sur la civière. C'est les arbitres qui poussaient la civière. Il y avait même Cody Rhodes qui poussait la civière là, qui n'était pas là une fois encore pour aider son copain, et que par contre une fois qu'il faut pousser la civière, là il apparaît, il a même fait un petit tour d'ambulance avec. Et même tu avais même Corey Graves qui est venu vérifier qu'il était bien attaché sur la civière. Enfin, t'as tout le monde qui est venu donner son point de vue sur cette fameuse civière. Et du coup, ça a pris trois plombs pour évacuer le pauvre Randy Orton qui s'est pris un pile driver où il touche même pas le sol de toute façon. Vu que c'est encore une fois bien filmé. Voilà, bravo. Mais ouais, il y a beaucoup d'inquiétudes pour ce Randy Orton qui a quand même envoyé une paire de monde à l'hôpital durant sa carrière. C'est un vieux monsieur. Il n'y a même plus de voile, Randy. Ouais, il a fait la fête. Alors on se demandait s'il avait fêté la victoire de Donald Trump ou si c'était dû à autre chose. Letty, convaincu toi par ce rebondissement là dans l'affaire Kevin Owens Orton? Convaincu, oui, quand même. Après, c'est surtout le côté, comme vous disiez, sur un seul move. Est-ce que, qu'est-ce que ça prouve? Est-ce que ils veulent montrer que Kevin est très très fort, ou est-ce qu'ils veulent montrer que Randy est très fragile? C'est un peu au choix. Après, bon, il fallait qu'il y ait un gros move par rapport à ce qui s'était passé à Crown Jewel, et puis pour monter encore un peu en intensité avant leur match, qui arrivera fatalement à un moment ou à un autre. Après, voilà, le côté... moi, j'ai eu un peu de mal avec la longueur, on va dire, du segment ambulance, machin et tout. Voilà, je me dis, qu'est-ce qu'ils veulent montrer? Est-ce que, voilà, ça veut dire qu'on va pas voir Randy pendant quelques temps parce qu'ils veulent finalement peut-être garder cette rivalité pour peut-être WrestleMania? Est-ce qu'ils nous préparent un retour seulement au Rumble ou un petit peu après? Est-ce que, parce que bon, là, vu comme il est parti, il peut décemment pas revenir la semaine prochaine en sautillant dans tous les coins. Donc, ouais, c'était un truc qui était plutôt intéressant entre les deux, mais ça amène, je trouve, plus de questions que de réponses. Et nous avons perdu Ringside. Tu l'as choqué par ta réponse. Oh là 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 là. Je pense que je l'ai fait fuir. Ringside, qu'est-ce qui se passe là? Tu n'as pas accepté la réponse de Letty, tu as préféré fuir plutôt que d'entendre ça. Est-ce que tu es de retour, Ringside? C'est inadmissible ce qu'elle a dit. Oh là là là. Voilà, j'ai pris la porte, mais je me calme, je reviens, tout va bien. Alors,
J'ai eu un problème technique. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Mais je suppose que c'était très pertinent. Ça t'a plu ou pas, du coup? Bah, je Ah, disais moi, que c'est très bien, moi je suis d'accord, hein, c'est très bien sur sa réaction. Ouais, ok. voilà. Bah, voilà, je sais pas, c'est l'heure de papy ou pas? Non, mais j'ai déjà donné ma réaction, hein, attends, Ah bah oui, on en a déjà. on peut passer à la suite. Avec ça. Oh, il est tout perdu avec ça, il a eu une petite Ah oui, bah petite l'ordi s'est faiblesse sur éteint. l'enregistrement. L'ordi s'est éteint, j'ai dû le rallumer, donc tu comprends, je suis un petit Oh oui, c'est violent quand même. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Candice LeRae qui marche backstage. Il y a Tiffany Stratton. Elle se fout de la gueule de Tiffany Stratton. Il y a Nia Jax qui débarque. Elle n'est pas contente. Et en gros, voilà, il y a Candice LeRae, elle essaye de bien se placer auprès de Nia Jax, en fait. C'est ça l'histoire. Mais peut-être que je suis pas du tout au bon moment de l'émission. Si, ça vient. Non, j'ai sauté le match de DIY contre Pretty Deadly. Ah oui, merde. Ouais. Ça a duré 1:36. Pretty Deadly se sont fait défoncer par Johnny Gargano. Tommaso Ciampa. Par Ciampa, oui. Qui c'est qui se ferait défoncer par Johnny Gargano, voyons. Bah voilà. Hein, je suis encore un peu perturbé. Voilà. Victoire express de DIY. Un Ciampa très impressionnant du coup. Est-ce qu'il vous a impressionné, Ciampa? Bah, ce qui est impressionnant surtout, c'est qu'il a refusé que Johnny Gargano rentre dans le ring. Donc du coup, il a fini les deux Pretty Deadly à lui tout seul en fait. Le brave Ciampa. Ils ont rappelé le Blackheart Tommaso Ciampa. Bon, qui est définitivement bien vénère là. Bon, il a turn heel en une semaine ce gars-là, mais il n'est pas content. Et du coup, il a défoncé les pauvres Pretty Deadly, il a fait faire tout le tour du ring, et puis hop, achevé dans le centre du ring avec un pauvre Johnny Gargano qui tordait la main pour passer, puis qui est jamais passé, et puis qui a fait la fête quand même. Hein. Il est content, hein, Johnny Gargano. Moins il en fait, mieux il se porte. Bah oui, forcément, c'est tranquille pour lui. Il vient pour regarder le match. Ouais, non, Ciampa très impressionnant. Il t'a impressionné, toi, Letty? Je m'attendais pas à le voir comme ça. Surtout, comme dit Papy, d'une semaine à l'autre, en fait, tout d'un coup, il pète un câble. Je pense que oui, c'est l'histoire avec les Motor City Machine Guns et Gargano qui lui monte un peu au cerveau. Mais écoute, si on peut le voir un peu plus comme ça et ça peut donner des segments un peu plus intéressants que d'habitude, bah écoute, pourquoi pas, hein. Moi, j'achète, il n'y a pas de souci. Ouais. C'est mieux que de voir les deux gentils DIY là perdre des matchs en veux-tu en voilà. C'était quand même deux gars qui ont fait les belles heures d'NXT, hein, Ciampa et Gargano. Ciampa, son personnage, il a quand même plusieurs facettes. Ça fait quand même, voilà, depuis qu'il a perdu la ceinture, on voyait qu'il y avait une petite tension quand même. Hein. L'amitié avec les Motor City Machine Gun, c'est plutôt du côté d'après ce qu'il nous explique, hein, c'est plutôt du côté de Gargano. Voilà, Ciampa, il veut pas perdre son spot et je trouve que c'était un bon retournement de situation. Je trouve un bon développement du personnage. Surtout qu'il est bien en forme, hein, Ciampa. Il est musclé de partout là. Il a compris que c'était peut-être sa dernière chance, je pense. Donc à voir ce que ça va donner. Ils ont de la place pour s'exprimer là à SmackDown. Ça pourrait apporter un petit peu d'intérêt à cette équipe là DIY qui a pas su, même s'ils ont atteint la ceinture, même s'ils ont atteint le titre suprême, ils n'ont pas encore réussi à convaincre dans le même roster de la même manière qu'ils avaient convaincu à NXT. Donc il y a encore quelque chose à faire. Et on sait que Triple H, il aime bien redonner des chances à ses poulains. Hein. Ouais, c'est ça. Et moi, c'est un peu ce qui me fait peur. Là. Si j'ai une crainte à ce sujet-là, j'ai peur que Triple H veuille absolument refaire la rivalité Gargano-Ciampa qui avait bien marché à NXT, effectivement. Alors que là, pour le coup, les deux ne sont pas du tout installés comme ils étaient installés à NXT. Donc, j'espère que c'est pas ça. Ouais, parce que si c'est ça, effectivement, ça va être une rivalité qui va pas intéresser grand monde, puisqu'ils sont pas over du tout comme il était, comme tu l'as dit, à NXT. Donc elle aurait pas du tout la même intensité, la rivalité. Ce serait vraiment une rivalité de bas de cartes qu'on regarderait comme ça d'un œil. Surtout c'est du déjà vu. J'espère plutôt que Gargano va être un petit peu contaminé par la haine de Ciampa et qu'on va avoir un nouveau Johnny Gargano, quoi. Johnny Gargano méchant. Ça peut être une piste aussi. À voir.
les Motor City Machine Gun, ils ont comme à la maison, par contre. Ils sont arrivés en 2 semaines, champions. On dirait qu'ils ont toujours été là. Alors, je vous disais, Candice LeRae, Tiffany Stratton se fout de sa gueule dans les couloirs. Stratton dit qu'elle a été voir Nick Aldis et qu'ils peuvent potentiellement avoir un shot pour le titre tag. Jax lui dit que son plan a plutôt intérêt à marcher parce que sinon, tac. On sait que la semaine prochaine, Naomi affrontera Nia Jax pour le titre de championne. Mais par contre, ce soir, c'est Nia Jax et Tiffany Stratton contre Jade Cargill et Bianca Belair. Donc, si j'ai bien compris, si Nia Jax et Tiffany Stratton gagnent, elles pourront avoir un title shot. Finalement, c'est la suite de Monday Night Raw, ce truc-là, hein, ce match, qui est finalement gagné par Jade Cargill et Bianca Belair, malgré les interventions de Candice LeRae, qui se fait attraper par Naomi. Il y a Naomi qui vient. Alors d'ailleurs, l'intervention de Naomi, le sauvetage de Naomi permet à Cargill et Bianca Belair de reprendre l'avantage. Elle gagne le match, mais Naomi, elle reste à terre. Elle vient pas fêter la victoire avec elle. J'ai trouvé ça un petit peu triste. Sinon, gros match, hein, avec Tiffany Stratton bien en forme, Bianca Belair qui s'est toujours catchée comme il faut. Nia Jax, toujours la powerhouse. Tout comme les confrontations Nia Jax, Jade Cargill, là, c'était plutôt pas mal quand même, j'ai trouvé. Confrontation des deux grosses forces là, de la nature. Letty, qu'est-ce qu'on a pensé un peu de ce match qui sortait un petit peu de nulle part, moi j'ai l'impression comme ça, non? Sortait un petit peu de nulle part. Après, le match en lui-même, comme tu l'as dit, était plutôt pas mal. Il y a eu quand même des spots qui étaient intéressants. C'était agréable à regarder. Enfin, c'était voilà. Moi, c'est juste, Bianca et Jade. Enfin, moi, je peux plus. J'ai beaucoup de mal. C'est vrai qu'elle saoule la force. Hein. Voilà. Enfin, Bianca, j'ai toujours eu beaucoup de mal, mais là, je trouve que effectivement, comme on le disait tout à l'heure, on les voit. Enfin, elles sont partout. Elles sont en PLE, elles sont à Raw, à SmackDown. Je sature un petit peu. J'ai un peu de mal. Mais sinon, le match en lui-même était quand même pas mal, et surtout comme tu l'as dit, entre Nia et Jade, je pense que en 1 contre 1, si Jade voulait se lancer sur le titre, ça pourrait donner un match intéressant. Ouais, puis le match était un peu long, hein. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, Papy. Oui, un peu long, mais en fait, je comprends un peu ce qui peut énerver, c'est que moi, en tout cas, moi, de mon point de vue, le vrai souci, c'est que quand tu vois Bianca Belair et Jade Cargill, tu te dis ces 2 filles, c'est des main eventeuses solo, quoi. Qu'est-ce qu'elles foutent dans la division de tag team, en fait? Bianca, à chaque fois qu'elle est là, elle éclate tout le monde, elle saute dans tous les sens, et tu te demandes qu'est-ce qu'elle pourquoi elle reste juste dans cette division de tag team. Elles ont l'air heureuses avec ce pauvre titre. Alors, on les a vues potentiellement postuler au titre d'Euro, mais bon, elles sont de SmackDown, donc pourquoi elles ne rebattent pas plus Nia Jax pour aller la chercher en solo plutôt que de la laisser se battre contre Naomi et compagnie? C'est vrai que c'est un peu étonnant de leur part, mais ouais, la division féminine, globalement, elle est un peu bizarre à SmackDown parce qu'on a effectivement une Nia Jax qui est plutôt dominante, mais elle est embêtée avec ces histoires avec Tiffany, où on sent comme qu'il y a un plan Tiffany, mais d'un autre côté, je trouve qu'il est trop lent à se mettre en place, en fait. Si Tiffany, c'est vraiment la fille sur qui on veut miser, et je peux le comprendre, hein, autant le faire accélérer d'un coup. Là, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, elle était super over et tout, et faut capitaliser dessus maintenant et arrêter de faire traîner le truc, quoi. Ouais, ça traîne un petit peu en longueur. Trop de temps d'antenne pour Bianca et Jade Cargill. L'équipe, moi, elle me rappelle un peu quand ils avaient mis le Big Show et Kane ensemble. Une grosse équipe de gros Goldot, là, qui était sur le papier, qui est invincible, quoi. Il faudra bien qu'elle perde les ceintures un jour. Et effectivement, comme tu le dis, normalement, elle devrait être plutôt dans des rivalités solo.
Voilà, moi, bon, c'était beaucoup trop de temps d'antenne pour tout ça. Le match était beaucoup trop long, même si c'était de qualité, quoi. On aimerait un peu plus de diversité là à SmackDown à ce moment donné. Surtout qu'après, on a les Motor City Machine Guns, les nouveaux champions, des vétérans de la scène à la fois indépendante, etc. De la TNA, de la New Japan, de partout. Hein. Ils ont été les Motor City Machine Guns. Ils affrontent Eight and Down, Grayson Waller aussi théorique. Grayson Waller qui est bien en forme. Hein. Il a été à la muscu, lui. Hein. Physique impressionnant. Bon, bah, gros match où ça part dans tous les sens. Ça va très vite, mais c'est quand même la victoire des champions. Bah, c'était un match plutôt cool, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Letty? Qu'est-ce que t'en penses des nouveaux champions, là, les Motor City Machine Gun? Tu les connaissais, toi, d'avant, ou pas du tout? Alors, pas du tout, parce que je regarde pas trop autre chose, on va dire, que Raw et SmackDown, j'ai pas trop le temps, et donc, bon, je suis allée voir un petit peu, par curiosité, des vidéos, enfin, ce que je pouvais trouver un petit peu, et bah, écoute, je les trouve plutôt pas mal. Ils ont un catch qui est plutôt intéressant, et donc ils ont quand même pas mal d'expérience, tout ça. Ce match-là était plutôt pas mal. Après, il y a Ethan Down Under qui était bien en forme aussi. On les avait un peu laissés de côté ces derniers temps, et bah écoute, ils ont toujours ce qu'il faut pour faire de bons matchs. Après, voilà, par rapport à cette nouvelle équipe, qui vient d'arriver, moi, c'est toujours un peu, c'est l'interrogation que vous aviez déjà la semaine dernière, d'avoir, voilà, c'est le troisième match, ils sont déjà champions. Voilà, j'attends de voir ce que ça va donner par la suite. Est-ce qu'ils vont vraiment miser sur eux, ou est-ce qu'ils vont perdre le titre dans un mois et qu'on en parle plus, quoi. C'est un peu la dynamique qui est autour de ça. Je trouve ça dommage voilà, les redonner le titre tout de suite pour que ça donne rien derrière. Mais en tout cas, pour l'instant, ils sont partis sur le lancer pour le prendre. Ouais, c'est assez habituel d'avoir une équipe comme ça qui est sans construction, quoi. Ils ont quelques vignettes, ils sont arrivés tout de suite, vraiment tout est basé sur leur carrière en dehors de WWE. C'est pas forcément au suivant de WWE, finalement. C'est des équipes qu'on a plutôt l'habitude de voir dans la concurrence. Bon, non, reste que c'est peut-être les meilleures équipes au monde, les Motor City Machine Guns. Ouais, ils ont pas pu avoir les Bucks. C'est mieux hier. C'était des précurseurs. Donc, moi, quand je regardais c'était en WWE, un des trucs qui était le plus cool à regarder, c'était les matchs des Machine Guns un peu partout, que ce soit la TNA, comme je disais, la Radio Honor, New Japan et compagnie. Il y avait tout un. Avec les Bucks, il y avait toute une scène indépendante qui était vraiment très intéressante. Ça, c'est bien un vestige de stock. Donc voilà, ça reste son intérêt. Moi, je suis content de débarquer. Maintenant, il faut pas un plus pour que ça la c'est avec théorie et Grayson Waller, parce qu'ils ont été un peu laissés sur le côté pendant un moment. Voilà, pas juste faire des matchs, il va falloir faire un plus. On a un peu plus tard dans l'émission quand même les Motor City Machine Guns qui rencontrent son Gargano, il y a les profils aussi qui débarquent, les profils passent quand même comme nouveau challenger. L'ambiance s'échauffe. Et Shelley et Sabine, les Motor City Machine Gun, proposent un match aux Profits. Voilà. Et les Street Profits sont quand même assez sur deux. Ça, ce sera pour la semaine prochaine. On nous apprend Non, aussi c'est même c'est mieux pire que ça. C'est qu'en fait, DIY voulait prendre la place, voulait challenger les Motor City Machine Gun.
Et en fait, Ouais. les Street Profits leur ont piqué la place et ont déjà réservé le match contre eux. Je me demande même si c'est pas pour la ceinture dès la semaine prochaine. Ouais, c'est Donc, fort possible. donc Si, du c'est coup, ils leur ont piqué un peu le spot, et histoire de ce qui risque d'énerver encore un peu plus notre ami Ciampa, qui décidément se fait piquer toutes les opportunités sous le nez. Mmh. Mais c'est un peu dommage Ouais. qu'on n'ait pas eu le segment, un segment, comment ça s'appelle, parce que ça devait pas être un match au début, ça devait être un segment Grayson Waller Effect là, qui devait avoir lieu. Je sais pas pourquoi ils l'ont sucré. Ah oui, parce qu'ils avaient Ah dit la semaine oui, dernière qu'ils seraient là au Grayson Waller. Ah bah ils font du Vince McMahon, hein. Ils changent les plans à la dernière minute. C'est marrant. Ouais, C'est alors marrant. ils l'ont quand même dit, hein, et je sais plus qui, je Ah crois que c'est ouais? Chorégraphe qui a Ils ont dit dit ça? bon, normalement, on aurait dû avoir un Grayson Waller Effect, mais on a un match, c'est mieux. Bon, ouais, Bon, bon. tout de suite, oui. Là, il a dit exactement de toute façon, ça se finit toujours en baston, donc autant avoir le match tout de suite. Bah non, moi, je pense que Ok. ça aurait été mieux d'avoir un segment un peu Oui. différent de juste un match, même si du coup, je me dis, est-ce qu'ils ne font pas en sorte comment dire, de mettre un maximum de matchs avec les Motor City Machine Gun. Mmh. Je ne sais pas. Mais bon, j'aurais Ouais. bien aimé quand même dans ce SmackDown d'avoir un vrai segment. Moi, les segments, les talk shows, là, ça me manque dans les weekly. Ouais, oui, il en faut des segments, c'est clair. Ouais. Bah oui, bah écoute, ben voilà, bah, je suis plutôt d'accord en fait, puisque même carrément d'accord, parce que c'est pareil, ce match-là, il est un peu sorti de nulle part, un peu comme le match de juste avant. Donc moi, je sais qu'au visionnage, bah, je me disais tiens, ça enchaîne les matchs là, c'est sympa, mais on a du mal à rester investi dans le truc, quoi. Et effectivement, c'est pas faux qu'il manque ce Grayson Waller Effect qui aurait sûrement mieux fonctionné. Et puis ça aurait été bien d'avoir justement un petit peu d'explications encore supplémentaires euh, sur les Motor City Machine Guns, quoi, savoir un petit peu avoir un peu une construction de personnage là. Parce que bon, leur rôle de vétéran c'est pas mal, mais il y a de la concurrence autour en termes d'équipe, donc ouais, c'est un drôle de booking pour les Motor City Machine Guns. après, je pense qu'ils pâtissent un peu du fait que, enfin, tu sais, sur le show, là, ils ont quand même, puisqu'on va en parler après, mais on a eu un énorme quand même segment d'ouverture qui a duré quand même un bon quart d'heure facile de Bloodline. On a eu plusieurs petits segments, plus voilà, le segment final qui ont dû bouffer, je pense, au moins 35 minutes de show facile. Et donc forcément, je pense qu'il faut du catch. Et donc du coup, ils bookent des matchs un petit peu comme ça, même s'il n'y a pas Ouais. énormément de cohérence derrière, quoi. Ouais, ça sent la réécriture de dernière minute quand même, pour des questions de timing. Il y avait de quoi remplir un Monday Night Raw de 3 heures, mais pour un petit SmackDown. On nous apprend que Michael Cole Michael Cole plutôt nous apprend que Randy Orton il a une sévère blessure au cervical. Et on a Nick Aldis qui nous parle de la division féminine, hein, qui nous dit qu'elles ont passé un level. C'est incroyable ce qu'elles ont fait ces dernières années. Et du coup, elles ont mérité leur nouveau titre, le titre US, nouveau titre pour la WWE pour les femmes. Un titre US, donc qui ressemble au titre masculin, mais qui sera pour les femmes. Et voilà, on va bientôt avoir une nouvelle championne. Ça méritait peut-être ça aussi un segment dans le ring plutôt qu'une petite vignette, non, Letty? Oui, je pense que bon, c'est une annonce qui est très bien. Enfin, je trouve que c'est une bonne chose pour la division féminine. Ça permettra peut-être de mettre un peu plus de lumière sur certaines catcheuses solo qui méritent certainement d'être plus mises en avant. Après, oui, pour une annonce comme ça, enfin, je pense que ça aurait été bien d'avoir un petit peu de décorum, voilà, une petite annonce sur le ring avec Adam Pearce aussi, puisque si j'ai bien compris, c'est comme les ceintures tag, ce ne sera pas spécifique à SmackDown. Elles se baladeront d'un Ah, show. Enfin, si j'ai bien compris, hein, je m'avance peut-être, mais oui, ça aurait été peut-être un peu plus sympa de dévoiler la ceinture comme ils savent faire d'habitude, hein. Ouais, c'est un peu ouais. sec. Bah après, moi, je suis pas convaincu sur le truc.
Autant je pas de souci avec le fait qu'il y ait une parité entre les titres masculins et féminins sur le papier. Autant en fait, je me rends compte après quand tu vois le temps d'antenne qui est accordé et quand tu vois à quoi servent les ceintures, hein, parce que les ceintures, alors à Raw, on n'a pas vu le champion intercontinental, on a à peine vu le champion du monde. À SmackDown, on n'a pas vu le champion du monde. Enfin, si, il pousse une civière. On n'a pas vu le champion US. Enfin, il y a comme énormément de ceintures. Et puis au final, tu les vois à peine. C'est pas qui est champion, c'est pas qui est challenger. Ça, c'est pas, je suis pas super convaincu moi de cette idée de rajouter encore une ceinture. T'as envie, en fait, t'as l'impression qu'à la fin, ce sera l'école des fans, quoi. La WWE, tout le monde aura une ceinture, ou sera ou champion ou challenger, mais je suis pas super convaincu, quoi. Et encore, on a, ouais, je sais pas. Voilà, j'ai du mal à me convaincre là-dedans. Puis, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les filles, on a donné beaucoup de temps d'antenne pour du catch pour les filles, mais par contre, en termes de personnalité, on n'a rien donné, quoi. Naomi, elle est challengeuse numéro 1 au titre de Nia Jax, on l'a à peine vue, et comme tu l'as dit, ringside, elle est même pas venue au centre du ring. Enfin, voilà, quoi. Je suis pas convaincu. Ouais, balancer comme ça une ceinture, c'est toujours casse-gueule. Hein. Il faut que derrière, il y ait un travail ailleurs que juste. C'est un outil, quoi, la ceinture, hein, pour mettre over les superstars. Donc là, voilà, va falloir que ça se bosse. Effectivement, je suis aussi un peu perplexe. Il y a déjà beaucoup de ceintures. Ça fait une de plus. Après, il y a un gros cheptel de filles à NXT qui en passe d'arriver, là. Donc effectivement, peut-être que rajouter cette ceinture, ça peut faire quelque chose. Est-ce qu'ils n'ont pas prévu aussi une émission spéciale pour les filles ? On en discute de temps en temps, on entend un petit peu des rumeurs de ci, de là. Ou un 3 heures pour le SmackDown ? 3 heures pour le SmackDown aussi. Ouais, il y a cette histoire-là. Voilà, il y a peut-être qu'ils prévoient quelque chose en amont. Voilà, peut-être qu'il va y avoir des bouleversements, on ne sait pas. Mais effectivement, déjà proposer comme ça la ceinture juste sur une vignette, ça n'augure rien de bon. Et on ne sait pas trop où ils vont la placer. À moins qu'ils aient prévu quelqu'un pour être tout de suite championne US. Et voilà, essayer de monter une nouvelle star. Peut-être que ce sera pour Jade Cargill en solo, hein, on ne sait pas. Ouais, c'est ce que je m'étais dit, moi. Par rapport à ce que nous dit Ça la me mission, semble c'est quand que vu comment elles sont, Bianca et Jade, ça serait bien qu'elles aient ces places-là en solo, mais bon. Parce que Jade Cargill, j'ai pas l'impression qu'ils ont vraiment travaillé son catch de manière à ce qu'elle puisse tenir des gros matchs, justement, des grosses prestations, hormis ces hot tags là où elle fait 2-3 moves pour donc la mettre en championne. Ça peut peut-être lui permettre d'avoir un traitement qui permettra de construire des matchs où elle n'a pas forcément besoin de dérouler trop longtemps, mais bon, à voir. Puis elle lancera son chemin vers WrestleMania, parce que ça serait comme très étonné qu'à WrestleMania on n'ait pas un Jade Cargill versus Bianca Belair, quand même. Ouais. Bah, avec cette ceinture en jeu, puis ça a permis de laisser d'autres personnes en haut de la carte, quoi, dans le main event, quoi. C'est ouais, beaucoup de questions autour de ce titre US. On s'y attendait pas. J'ai oublié de parler de Gunther, pardon, dans Monday Night Raw, là, qui a été interviewé pour dire que voilà, il accepte la défaite, qu'il faut qu'il s'améliore, et il est avec Kaiser Chief là, et il lui dit ouais, il le regarde comme ça en lui disant il faut que tous qu'on s'améliore, quoi. Voilà, sauf que je l'avais pas mentionné. Mais revenons à SmackDown. On voit la Bloodline 2.0 qui se prépare à venir dans le ring. On passe le petit collier de chef là à Solo. Solo qui démarre, qui arrive au ring. Il demande à la ville de Buffalo de le reconnaître. Il se prend des huées, en veux-tu, en voilà. Il y a Roman Reigns qui débarque tout de suite. Sa musique qui retentit. Il arrive au ring. Il y a des chants OTC. Il y a des chants Fuck You Solo. Il débarque au Rick Roman. Il demande à la ville de le reconnaître. Acknowledge me. Il demande surtout à la foule pardon, je dis des conneries. Il demande à la foule si elle veut reconnaître Solo. Non, c'est pas du tout le cas, évidemment. Et Roman se joint à eux. Il dit ouais, moi non plus, je le reconnais pas. Je le reconnaîtrai jamais. Il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour challenger Solo, pour le défier, un combat 1 contre 1. Pour déterminer qui sera le vrai tribal chief, le seul tribal chief, pardon. Ça fait rigoler Solo.
qui lui dit il y a que un seul tribal chief, c'est moi, hein, c'est moi le chef de la tribu. Toi, tu peux pas être chef de la tribu, il n'y a pas de tribu derrière toi, de toute façon. Il n'y a pas de chef s'il n'y a pas de tribu. Hein. Ça se passe pas comme ça. Il dit tiens, je vais te lancer un défi. Tu dois trouver 4 personnes. Et puis, si tu arrives à avoir 4 personnes, on part en guerre, toi contre moi, quoi. En guerre. Là, Roman, il dit tu es en train de parler de Wargames, c'est ça? Mais il dit là, je vous regarde, vous êtes que 3, hein, puisque effectivement, il y a Solo, Tangaloa, Tamatonga et Jacob Fatou. Et ça, si on compte bien, ça fait que 4. Alors Solo, il dit regarde bien, tout ça, il refait le compte. Et il lui dit le 5e homme. Le 5e homme, c'est mon pote Samizen, my dog. Eh oui, Samizen débarque. Samizen est en fait du côté de Solo. Donc, il est un peu surpris, Roman Reigns. Là-dessus, ça attaque Roman. Il y a les Usos qui débarquent. Alors, ils passent de chaque côté de Samizen qui est encore sous le Titantron. Ils viennent à la rescousse. Bon, c'est pas facile parce qu'ils sont le nombre est du côté de la nouvelle Bloodline, la Bloodline 2.0. Là-dessus, Zen arrive au ring. Il y a Solo qui lui dit d'attaquer Roman, de lui mettre il tient Roman comme ça là, qui est complètement affaibli. Il dit vas-y Zen, mets-lui un bon coup de pied. Mais à la place, Sami Zayn évidemment attaque Solo. Coup de pied il en perd sa chaussure, dis donc, avec son elbow kick. Là-dessus, il y a Fatou qui essaye d'attaquer Sami, mais Sami esquive. Superman punch de Roman sur Fatou. C'est la bagarre. On fait fuir les méchants. Voilà. Et on se retrouve avec Roman, Sami, les Usos dans le ring. Et un à un, il lève le doigt au ciel. C'est le retour de la Bloodline, la vraie de vraie. Les 4 sont là dans le ring. Le doigt levé, même Roman finit par lever le doigt. Et là, c'est explosion de la foule. Voilà comment se conclut ce SmackDown. Gros segment. On a cru que Sami Zayn avait tourné heel, mais pas du tout. Ça n'a pas duré longtemps. Et tout simplement, on nous annonce les Wargames. Voilà, c'est une belle manière de finir le show, Letty. Oui, très bonne manière, je trouve. Après, on revient sur ce que je disais déjà tout à l'heure, c'est que voilà, tous les segments Bloodline, de toute façon, sont toujours, je trouve, très bien écrits. On voit bien le côté de notre cher Roman qui arrive tout seul, puisqu'il a fait fuir tout le monde autour de lui. Qui se retrouve vite en sous-nombre face à la Bloodline 2.0 qui est bien unie derrière leur chef. Mm-hmm. Et voilà, après ça déroule, le petit côté Sami qui fait genre j'hésite encore un petit peu, est-ce que je vais vers Solo ou pas, et qui finalement se range aux côtés de ses anciens frères. Et voilà, la petite réunification. Roman qui met un peu de temps, mais qui a l'air quand même un peu, je trouve, à la fois choqué et à la fois touché quand il voit les Usos, Sami qui se rallie à lui. Donc, petit côté plutôt sympa. Et puis oui, les Wargames sont lancés. À voir, est-ce qu'ils vont rester en 4 contre 4 ou est-ce qu'ils vont aller chacun se chercher un copain pour faire 5? À voir. Hein. Ouais, est-ce qu'on va être un 5 contre 5 ou un 4 contre 4? Ah, bonne question. Je ne sais pas. Ça serait dur d'aller chercher un 5e. Ouais, c'est combien d'habitude? Compliqué. Ça change de tous les ans. Ça change, hein. Des fois c'est 4, des fois c'est 5. Des fois c'est 4 et ça a même été 3 des fois. Donc tu peux faire toutes les configurations. Ouais. Je pense que alors tu as un mec qui serait logique à se rattacher à un des 2 clans qui serait le Rock. Qui pourrait faire un 5e dans un des 2 clans, mais je vois pas un mec se mettre en face du Rock en fait pour faire le 5e de l'autre côté. Donc je pense que ça serait mieux qu'il vienne pas parce que sinon ça serait un peu compliqué d'avoir un mec qui soit de son niveau. Mais puis mais par contre moi ça me fait. Alors oui, on a eu toute
les références qui font monter en puissance la réunification de la Bloodline. On a eu le même cas que la fois dernière avec les 3 qui lèvent le doigt un à un, et puis cette fois-ci, c'est un 4e qui le fait, et Roman qui le fait toujours en dernier. On a une vraie réunification. On a les Usos et Sami Zayn qui redeviennent complices parce qu'en fait, on voit après avant que l'image se coupe, on voit quand même un gros câlin entre Jay et Sami, puis ensuite Jimmy et Sami qui commencent à faire leur petite toujours pas eu non plus de franche réconciliation. Un peu plus avec Jimmy, mais bon, Jimmy, ça reste le larbin, donc ça reste particulier. Mais par contre, moi, ça me fait penser, est-ce que ce match-là, donc il est autoroute vers Wargame, mais du coup, est-ce qu'il faut un autre Wargame dans ce Survivor Series? Parce que je vois aucune rivalité, alors, notamment chez les filles, parce que souvent c'est un match fille, un match garçon, mais ça ferait tellement cheap de faire un match Wargame féminin, alors qu'il n'y a aucune histoire qui ait de l'intensité de la Bloodline, en fait. Donc, moi, je ne serais pas si ce serait une bonne idée d'en faire un de chaque sexe cette année, en fait, parce qu'il y a vraiment autant la Bloodline, c'est naturel, cette rivalité entre l'ancienne et la nouvelle, autant chez les filles, il n'y a aucune histoire qui s'adapterait facilement, et ça ferait vraiment pièce rapportée, quoi, je trouve. Bah ouais, il reste des frères samoans qui ont été embauchés, qui peuvent peut-être apparaître. Il y a Ikuleo notamment. Mais de les voir débarquer comme ça avant qu'on ait le Wargames, ça me paraît un petit peu compliqué. Puis je vois pas qui s'alignerait avec Roman Reigns et compagnie. Voilà, hormis effectivement tu parles du Rock, mais je vois mal se mettre du côté de Roman quand même. Bon, sinon main event impeccable, hein, moi j'ai trouvé au niveau du déroulé, de la réalisation, de l'acting. J'adore Solo Sikoa, moi, sur ces dernières semaines là. Ouais, encore une fois, il n'y a rien à redire. On est hypé pour la suite, hein, tout simplement. Bon, ben voilà, c'est l'heure du mot de la fin. Il va falloir donner un top, un flop, une note. Bon, si je démarrais, tiens, pendant que vous réfléchissez. Je vais évidemment donner mon flop à Bayley contre Candice LeRae. Hein, c'est une belle perte de temps. Et je vais donner mon top. Le top, on va le donner à la Bloodline et au main event. Hein, c'est quand même sacrément bien exécuté tout ça. Et puis on va mettre un 3 au show qui était. Bon, les trucs importants sont bien exécutés. Il y a commence à avoir un petit peu de remplissage avec des matchs trop longs. Ça, c'est un petit peu la faiblesse de Triple H depuis le début. Donc voilà, donc on va mettre un 3 à cette émission. Il nous faudrait des segments encore un peu plus consistants là, et puis des matchs un petit peu moins longs quand même. Letty, ton mot de la fin. Écoute, moi, mon top, je vais te rejoindre. Je vais le mettre à la Bloodline, tout le fil bleu qu'il y a eu tout au long de l'émission, et puis cette réunification de la OG Bloodline pour la fin. Le flop, écoute, moi, je vais le donner à Jade et Bianca, juste pour le côté trop. Elles sont trop là, voilà, trop de temps d'écran. Et ma note, écoute, je vais mettre un 3,25. Parce qu'effectivement, c'était un show qui était intéressant, qui était un petit peu bancal, comme on a dit sur le côté, voilà, les matchs qui apparaissent un petit peu comme ça. Mais voilà, la Bloodline, ça rattrape et ça remet des petits points en plus. Ouais, la Bloodline sauve le tout. Papy ? Ouais, je suis sur le top. Alors, je vais même faire un top un peu pour une petite variance en disant les Bloodlines, du coup, puisqu'on a 2 maintenant factions qui sont bien identifiées et puis qui vont s'opposer naturellement sur la série Wargame. Et puis avec des vrais heals côté Bloodline, t'as aucun mec que tu as envie de soutenir dans cette équipe-là. Donc, on va saluer le travail des 2 équipes. Le flop, je ne sais pas en fait. J'ai envie d'en donner à tellement de gens que
peut donner à l'ensemble de la division féminine. On pourrait le donner à Cody Rhodes aussi, hein, qui fout rien. On pourrait le donner à Ellen Knight qui n'était pas là. Voilà, donc je ne sais pas. Il y Est-ce avait que des je gros le. absents quand même. Hein. Il y avait beaucoup d'absents. Donc du coup, je le donnais au pif. Je vais le donner à. Bon, allez, à notre ami. Comment il s'appelle? Merde, j'ai oublié son nom du coup. Ah merde. Au general manager. Voilà, tiens. Ah, Nick Aldis. Nick Aldis. Nick Aldis, son voilà. boulot. Tiens, je vais donner l'autre jour parce qu'il faisait bien son boulot. Cette fois-ci, il a fait sa feignasse, il a juste fait un segment vidéo. Donc du coup, celui qui prend le carton en tant que représentant de SmackDown. Et ma note, alors moi je vais être bien moins enthousiaste que vous parce que je me suis globalement très ennuyé sur ce SmackDown où il n'y a vraiment rien de mémorable. Et même la partie Bloodline, elle est, comme on dit, elle est bien faite, mais d'un autre côté, je ne vois pas ce qu'on attendait d'autre de la part de la Bloodline. C'est du archi classique avec une construction pour Wargame qui est bien faite, mais qui est autoroute vers Wargame. Donc je donnais un 2,5 pour ce show qui était moyen, sans grand intérêt. On a construit un peu pour le Wargame. On n'a pas fait grand-chose d'autre. Je ne mets pas en dessous de la moyenne parce que la partie Ciampa remonte un petit peu. Tiens, si je devais donner un mini top, ça serait pour lui aussi. Qui au moins a montré de la personnalité. Et c'est bien le seul dans cette émission qui manquait énormément de personnalité. Voilà, le jugement implacable de Papy. C'est tout. Mais oui, il faut pas être trop méchant non plus. On peut pas mettre en dessous de la moyenne. Mais ouais, non, je suis quand même un petit peu d'accord avec toi. Il va falloir. C'est sans surprise, quoi, là pour l'instant. Mais bon, ils savent en faire des surprises. Ils vont nous étonner. On va voir. Il va se passer un truc à Wargames. Et mettez-nous un Grayson Waller FX. Voilà, c'est ça. Faut pas supprimer les Grayson Waller FX, voyons. Qu'est-ce que c'est que ces histoires non, on n'est pas là. Quand on vient pas dans les weekly pour voir des matchs de 20 minutes. Hein. Faut quand même le rappeler. Voilà, petit carton jaune à Monsieur Triple H. Et du coup, c'est Monsieur Nick Aldis qui le prend. Voilà. Bah écoutez, on a fait le tour. On vous rappelle qu'on est sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est aussi sur YouTube. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, si vous nous découvrez, n'hésitez pas à vous abonner. Vous cliquez sur la petite cloche. Vous avez été averti dès qu'il y a quelque chose qui sort, une émission qui sort. Voilà, un like. Commentez aussi. Racontez-nous des trucs. Hein, donnez-nous votre avis là sur l'ère Triple H, sur la route vers Wargames. On attend que ça. Voilà, je vous remercie beaucoup d'être venus, les amis. Merci de nous avoir accueillis, Ringside. Mais de rien. Merci à toi. Merci. Et voilà, on espère que ça vous a plu à écouter autant que nous à enregistrer. Puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde merveilleux de la WWE. Ciao, bye bye les amis. Salut à tous. Salut tout le monde. On n'a même pas parlé de Donald Trump président. Quoi. Ouais, c'est original, trash, convict.